Alors voilà, certains et certaines ont déjà commencé à le faire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser l'onglet discussion pour poser vos questions ou interagir avec les formateurs, formatrices d'aujourd'hui. Donc, la session du jour portera sur l'impact carbone dans le cadre d'un voyage. C'est la dernière formation dans le cadre des ateliers de l'IFTM, puisqu'on arrive au bout du 5e mois de programme. On a le plaisir de clore ce cycle de formation avec ATD, acteurs du tourisme durable. Et on accueille aujourd'hui 3 membres du réseau ATD pour cette formation. Je vais donc avoir le plaisir de donner la parole à Anne Roberts de Green Tripper, Victor Bernard de EcoAct et Antoine Richard de Double Sens. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, on va pouvoir démarrer la formation. N'hésitez pas à utiliser la discussion. Antoine, Anne et Victor relèveront vos questions pour y répondre. Bonne formation à tous et à tout à l'heure. Tu commences, Victor? Ouais, je vais lancer. Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement juste avant? On fait ça sur nos parties? Ouais, non, mais on peut le faire, tu as raison. Ouais. Anne, quand même, histoire de honneur aux femmes. C'est gentil. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Anne Roberts, donc je représente Green Tripper, qui est une petite entreprise belge. Nous proposons un calculateur en ligne pour justement calculer et permettre de réduire l'impact des voyages, surtout par rapport à tout ce qui concerne les transports et les logements. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Antoine Richard, je suis fondateur de Double Sens. On est spécialisé dans le tourisme équitable, donc on fait voyager depuis maintenant 15 ans, en fait nos 15 ans cette année, des voyageurs un peu partout dans le monde, en immersion, hors des sentiers battus, pour créer une vraie relation avec les populations locales. Voilà, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous dire un petit peu ce qu'on fait nous chez Double Sens. Et Victor, donc. Et enfin, bonjour, oui, Victor Bernard de chez EcoAct. Je suis dans l'équipe Business Développement, notamment sur le secteur du tourisme. Et je vais avoir le plaisir de commencer cette présentation pour vous expliquer un petit peu comment calculer l'impact carbone d'un voyageur et comment la réduire pour pouvoir surtout sensibiliser et communiquer sur cette démarche auprès des voyageurs. D'abord, peut-être une vue d'ensemble sur ce qui vous attend. Alors, je ne sais pas si vous... Voilà, ça devrait défiler normalement. Sur un plan, voilà, on va aborder le triptyque assez classique du calculer, enfin mesurer, réduire. On aura une partie sur un cas pratique et puis parler enfin de la compensation et de la communication, qui sont quand même 2 étapes qui concernent, en tout cas en partie, vos activités. J'ai le chat qui a disparu, mais je prendrai vos questions si vous voulez en fin de partie, s'il y en a, et puis on pourra y répondre au fur et à mesure. Cette démarche, c'est la démarche que vous faites dans vos agences, auprès des voyageurs. C'est une démarche globale. Je vous le disais, il y a ce triptyque mesurer, réduire, compenser. L'objectif, c'est bien d'établir un diagnostic pour pouvoir agir dessus. Donc, on va collecter de l'information, on va la travailler et puis on va essayer de l'interpréter pour pouvoir comprendre comment agir sur les différents postes d'émission qui seront soit les plus importants, soit les plus faciles à attaquer, à réduire. L'objectif, c'est, avec ce diagnostic, d'établir un plan d'action de réduction ou des actions de réduction, qu'elles soient initiées par l'agence ou proposées aux voyageurs pour transformer son voyage et réduire son empreinte carbone. Et puis enfin, il y a cette partie compensation et communication qui permet de compléter la démarche. On va pouvoir en parler un petit peu plus longuement vers la fin. Et surtout, une partie communication qui est assez essentielle pour vraiment valoriser cette démarche et que le voyageur soit sensibilisé
à les efforts de l'agence, ses efforts à lui, et puis le geste qu'il fait dans une comptabilité qui en fait est globale sur l'empreinte carbone. Donc, on va pouvoir comprendre dans cette première partie d'abord, petit rappel réglementaire, mais voir surtout comment on mesure cette empreinte. Sur le rappel réglementaire, enfin sur le contexte, je ne vais pas m'étendre, mais rapidement, cette loi, enfin la mesure d'empreinte carbone, elle est réglementée, elle est obligatoire pour des entreprises qui dépassent 500 salariés et elle l'est encore plus, elle doit être approfondie pour des entreprises qui dépassent 500 salariés et dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 100 millions d'euros. Donc ça concerne à mon avis pas beaucoup de vos agences. Néanmoins, c'est une démarche qui se fait évidemment de façon volontaire et on va voir comment la mener à bien. Pour vous mettre dans le bain sur quelques chiffres sur le tourisme de façon générale, c'est une empreinte qui est conséquente quand même. Alors parce qu'elle regroupe des postes, enfin elle regroupe des activités qui sont assez diverses, notamment le transport, qui fait peser, qui alourdit, on va dire, l'empreinte carbone du tourisme. Mais c'est l'activité du tourisme, le secteur du tourisme a un réel impact sur l'environnement. J'ai pris quelques chiffres qui sont assez représentatifs, mais surtout pour vous montrer un petit peu ce que ça peut engendrer, l'impact touristique. Donc, vous avez compris que 8% des émissions globales, c'était à peu près l'enveloppe des émissions liées au tourisme. Alors, évidemment, qui a été complètement arrêtée avec la crise sanitaire, mais c'est ce qui se passait avant 2020. Et cette empreinte carbone, elle est vraiment présente pour des États qui sont dépendants du tourisme, et notamment les États insulaires, qui peuvent avoir une empreinte carbone du tourisme qui monte à 30 voire 80%, et je prenais l'exemple des Maldives, voire 95% pour ces zones touristiques assez privilégiées. Ce tourisme, avant la crise, il avait, et ces prévisions, elles étaient en forte augmentation, puisque le tourisme augmente, puisque les déplacements, la demande de déplacement augmente. Donc tout ça faisait augmenter l'empreinte carbone, évidemment, les prévisions sur l'empreinte carbone du tourisme. Un détail quand même, et c'est le dernier point de cette slide, c'est que aujourd'hui, les voyageurs et de façon plus générale, les citoyens sont sensibilisés au sujet du réchauffement climatique. Et vous voyez que 72% des Européens sont favorables à une taxe carbone sur les vols. Ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience de l'impact des avions. Alors, le but, ce n'est pas de pointer du doigt un secteur d'activité, mais c'est bien de mesurer que le voyage, il a un réel impact sur l'environnement. La grande question, c'est que va donner le retour du tourisme avec, quel va être l'impact de la crise sanitaire sur le tourisme et que va devenir ce tourisme dans les prochaines années? Est-ce qu'il va y avoir un réel changement du voyageur? Parlons maintenant un petit peu méthodologie sur cette partie mesure. La mesure d'une empreinte carbone de façon générale, elle est souvent divisée en 4 étapes principales que vous voyez à l'écran, qui sont le cadrage, la collecte des données, le traitement de ces données et puis l'interprétation des résultats avec la mise en place d'actions de réduction. Pour le cas d'un voyage, l'enjeu, ça va être, et ça va être vraiment un enjeu essentiel, ça va être de bien définir le périmètre qu'on va vouloir mesurer. Je vous rappelle que une empreinte carbone, c'est simplement un diagnostic qu'on va établir sur un périmètre donné. Il est réglementé, très réglementé pour les entreprises, donc on ne va pas pouvoir exclure certains postes d'émission, mais pour l'empreinte d'un voyageur, il est plus flexible, si on peut dire, puisque c'est l'empreinte d'une activité, enfin c'est celle d'un service. Il existe plusieurs méthodologies pour mesurer son empreinte carbone. Il y a le bilan carbone que vous connaissez sûrement, qui est une méthodologie française, et puis son équivalent international, qui est le GHG protocole, et qui est plutôt une méthodologie anglo-saxonne qu'on va privilégier dans le cadre notamment d'entreprises qui auraient des filiales à l'étranger, ce genre de choses. La différence est minime, c'est surtout une histoire d'affectation d'émissions à certains postes plutôt qu'à d'autres, mais globalement, c'est sensiblement les mêmes méthodologies.
Et puis j'ai mis à l'écran l'ACV, qui est une méthodologie normalisée. Alors c'est la norme ISO 14001, je crois, qui permet pour le coup d'avoir l'empreinte carbone, enfin, on ne peut pas mesurer l'empreinte carbone à proprement parler, mais plutôt l'impact d'un voyage avec différents critères, qu'ils soient carbone ou autres. Sur l'empreinte carbone du voyageur, je vous le disais, l'enjeu, ça va être de bien définir quel périmètre on veut mesurer. Quelle méthodologie on va choisir. Donc, en général, on se base sur une méthodologie, ça peut être le bilan carbone, tout simplement. Pourquoi? Parce que cette activité du voyageur, elle est générée par l'agence, mais elle est indépendante de vos activités, si on peut dire, puisque en tant qu'intermédiaire, vous mettez à contribution différents sous-traitants qui vont proposer leurs services. Et donc, on pourrait dire qu'elle ne vous impute pas forcément, cette empreinte ne rentre pas forcément dans votre périmètre d'agence. Donc, c'est bien une empreinte indépendante qui va être mesurée. L'idée ici, c'est en amont de la collecte des données, de pouvoir identifier les postes d'émission qui vont être les plus importants. Ça va faciliter la collecte, ça va permettre de solliciter les bonnes personnes. Quelques exemples, si vous avez besoin de collecter les données, ou plutôt oui, les données liées à vos transports, alors ça vous pouvez les avoir en interne, mais par exemple, beaucoup de compagnies aériennes aujourd'hui calculent l'empreinte carbone de leur vol, des vols qu'ils réalisent. Donc ça vous donne déjà un début d'information. Vous savez que le transport fait partie des postes les plus importants, donc vous avez facilement une bonne partie de l'empreinte carbone et accès à toutes ces données. Donc l'idée, c'est bien de pouvoir accéder à ces données les plus représentatives avec cette loi du 80-20, où on va même pouvoir se permettre d'éviter certaines informations qui vont être compliquées à récupérer et qui vont nous faire perdre un temps monstre, alors qu'elles auront un impact assez minime sur l'empreinte carbone. L'objectif, pour être peut-être plus illustratif sur le domaine du voyage, par exemple pour le voyageur, pour solliciter, enfin pour récupérer l'information, on peut passer aussi par des questionnaires, hein, tout simplement. On est sur du déclaratif, mais c'est des informations précieuses sur qu'est-ce que vous avez. Ça dépend de votre offre, mais qu'est-ce que vous avez prévu sur place, quelles sont les activités que vous allez faire ou que vous avez faites, et ça va vous permettre de compléter cette empreinte carbone. Une fois la collecte réalisée, donc c'est vraiment d'avoir une donnée physique, un nombre de kilomètres parcourus, nombre de nuits dans un hôtel avec quel standing, 2 étoiles, 3 étoiles. Une fois que vous avez ces données, vous allez pouvoir ce qu'on appelle traiter ces données, associer à la donnée physique un facteur d'émission. Donc, ce sont des facteurs qui se trouvent dans des bases carbone. L'ADEME en fournit. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et avoir accès à un certain nombre de données grâce à ça. Il y a d'autres bases comme le DEFRA, qui est une base anglo-saxonne. Donc voilà, l'objectif, c'est bien de pouvoir associer un facteur d'émission, donc un équivalent CO2, à une donnée physique et de la convertir pour avoir une enveloppe plus globale. À ce stade-là, vous allez pouvoir également regrouper dans les différents scopes, je vais l'illustrer un petit peu plus loin, l'empreinte du voyageur, c'est-à-dire attribuer à des postes certaines données et en exclure d'autres qui seront moins légitimes. C'est important parce qu'en fait, ces postes, c'est sur ça que vous allez agir une fois que vous allez vouloir transformer ce diagnostic en action réelle. Donc, il faut faire cet effort d'attribuer la donnée, ou l'émission au bon poste. C'est ce qui se passe notamment dans la phase 4, où on va formaliser l'analyse et puis on va essayer de la travailler pour en faciliter le travail, la compréhension, et également, dans un second temps, la communication auprès des voyageurs. Et puis, ça vous permet d'anticiper l'action sur les postes les plus émissifs. Voilà un petit peu pour la vue d'ensemble sur la méthodologie, on va dire, de l'empreinte carbone, avec ces 4 étapes principales. Et l'objectif, c'est bien d'avoir une enveloppe globale. On n'aura pas une enveloppe au kilo CO2 près, mais ça permet quand même d'avoir une vue d'ensemble et notamment de faire ressortir les postes les plus importants. Alors, une petite question, je vais essayer de réafficher le chat. Je ne sais pas s'il y a eu des questions d'ici entre-temps, mais c'est moi qui ai une question. Est-ce que vous connaissez un petit peu les principaux postes de GES du tourisme? Alors, transport, merci, effectivement.
Et alors, est-ce que vous auriez un ordre de grandeur, peut-être en pourcentage, sur l'alimentation et l'hébergement? Ouais, alors 70%, j'imagine que c'est pour le transport. Bon, on va avoir... Oui, voilà, merci Magali. Hébergement 15%, on est dans cet ordre de grandeur. Bon, sans suspense, effectivement, le poste le plus important, c'est le transport. Alors ça, ce sont des chiffres qui reprennent l'enveloppe globale du tourisme mondial, qui est pas forcément, qui est parfois un peu sous-estimé, notamment au niveau du transport, sur les voyages que vous pouvez proposer, vous, à des Français ou Européens qui iraient notamment dans des pays du Sud, puisque la part du transport va être considérablement alourdie. On peut monter facilement à 80-90%, c'est ce qu'on voit nous dans les missions qu'on fait auprès des différentes agences de voyage. On est à 85% du transport, enfin d'empreinte carbone liée au transport. Mais effectivement, donc, ce qui veut dire que pour agir dessus, il faut déjà anticiper sur comment on va pouvoir réduire cette empreinte. Et on va le voir dans un second temps, mais donc on a bien effectivement déjà un premier indicateur. Effectivement, l'alimentation, restauration et l'hébergement sont deux postes très importants. Pour les hébergements et les bâtiments, on peut agir notamment sur la construction des bâtiments. On va se rendre compte qu'en fonction du standing que vous proposez à vos clients, que ce soit un 3, un 4 ou un 5 étoiles, vous allez avoir une différence d'impact carbone qui est non négligeable. Et puis évidemment, les zones que vous proposez à vos clients, alors sans être dans les extrêmes, si vous passez du tout chauffage ou à des super hôtels de luxe avec clim dans toutes les pièces, évidemment, l'empreinte carbone liée à l'hébergement va être plus importante. Encore une fois, pour avoir ces données, ça peut être compliqué. Vous pouvez solliciter vos partenaires sur place, mais vous pouvez aussi les solliciter à travers ou compléter les informations à travers des hypothèses. Il y en a un certain nombre qui sont proposées par l'ADEME ou par d'autres institutions européennes. Mais l'idée, c'est de pouvoir consolider la donnée manquante avec des hypothèses ou des extrapolations sur ce que vous n'aurez pas pu obtenir. Et puis, un autre exemple sur l'alimentation et la restauration. Évidemment, vous allez avoir une influence en fonction du menu que vous allez proposer, pas sur place, mais si vous avez un tout vegan ou tout végétarien, l'empreinte carbone, pour information, elle est pour un repas de 0,5 kg CO2, avec bœuf, elle est de 6,2 kg CO2. Vous voyez un peu le rapport, l'ordre de grandeur. Je passe rapidement sur la consommation et les activités que vous aurez compris. Alors, consommation, ça va être tout ce qui est production durable, locale, est-ce que c'est du produit manufacturé, importé, les souvenirs, ce genre de choses. Mais je voulais m'attarder sur l'empreinte carbone du numérique qu'on sous-estime souvent, qui représente qui représente de façon mondiale 4% de l'empreinte, ça représente 4% de l'empreinte carbone mondiale. On a vu que le transport, ça représentait à peu près 4% ou 8%, ça dépend des études, ça dépend surtout de ce qu'on va utiliser comme méthodologie. Est-ce qu'on va utiliser par exemple l'effet radiatif pour comptabiliser l'impact carbone? Mais donc ces 4% du numérique, ils vont être multipliés par 2 d'ici 2025 et la crise a vachement accéléré les choses. Donc, on va devoir bientôt prendre en compte ce qui a été émis en amont par le voyageur pour trouver l'agence avec laquelle il veut partir, peut-être ce qu'il aura visualisé sur les sites internet en termes d'images, de vidéos pour se faire une idée du voyage qu'il attend. Et en chiffres, 8 touristes sur 10 vont se renseigner sur Internet, évidemment, avant de partir en voyage. Donc, l'empreinte est telle qu'aujourd'hui, on va devoir l'inclure à cette enveloppe globale du voyageur. On va passer directement à la slide suivante et puis je prendrai peut-être les questions s'il y en a sur ces chiffres-là après. Un petit rappel, si l'empreinte du voyageur peut être calculée et doit être calculée pour impliquer le voyageur dans une démarche plus environnementale, c'est une démarche qui vous incombe aussi, même si vous n'êtes pas soumis à la loi qu'on a vue, la loi de croissance verte de 2015,
c'est une démarche que vous devez réaliser si vous demandez à votre voyageur de le faire, et qui relève, pour le coup, si vous êtes en dessous des seuils, du volontaire. Et je vous ai mis à l'exemple une analyse qui pourrait être, on va dire, assez classique sur les 3 scopes, hein, notamment le scope 1 et 2 qui sont les émissions directes et indirectes, mais notamment du scope 3, dans lequel on va exclure peut-être quelques postes qui seront liés, qui seront imputés à l'empreinte carbone du voyageur. Mais vous avez ici une illustration des différents postes, et les plus importants sont évidemment ceux du transport ici aussi, si vous allez repérer les lieux par exemple. Et donc, c'est quelque chose, pour être en accord avec votre démarche, que vous devez de réaliser et pour pouvoir agir tout simplement sur ce diagnostic. Comment mesurer de façon très pratique? Vous pouvez passer par un prestataire ou par des outils. Donc, ça peut être des agences comme EcoAct ou d'autres cabinets de conseil qui sont spécialisés sur la stratégie climat-carbone des entreprises. Vous pouvez vous former. Je crois que l'ADEN, enfin, c'est l'association bilan carbone, oui, voilà, ça, ABC qui dispense des formations sur le sujet. Et puis enfin, vous pouvez utiliser des outils sectoriels ou des approches sectorielles, des méthodologies qui auront été faites par le secteur du tourisme. C'est le cas, par exemple, de Green Tripper, qui développe des outils de mesure. Et ça a été fait également avec la fondation Good Planet, qui développe des calculateurs pour vous aider à mesurer l'empreinte carbone des voyageurs. J'en ai fini de cette présentation de la mesure. Je ne sais pas si j'étais trop long ou si on est encore dans les temps. Et si vous avez quelques questions, voilà, alors ça arrive déjà. Oui, bien sûr, je peux vous fournir les sources de ces chiffres. Je vous les enverrai peut-être par mail. Je ne sais pas, Juliette, si on peut envoyer une réponse après à tout le monde. Vous avez une étude australienne, en l'occurrence, qui s'appelle... je vais retrouver ça. Oui, Juliette pourra envoyer les documents par mail. Éventuellement aussi les partager des liens sur le site internet de l'IFTM. D'accord, super, merci Valentine. Je t'en prie. Voilà. Pour information, vous avez une étude australienne qui s'appelle Tourism Responsible et qui date de 2018. L'ADEME a publié beaucoup de choses sur le sujet, notamment sur les ordres de grandeur que je vous ai montrés et sur la méthodologie, l'approche qu'on peut avoir sur la mesure d'une empreinte carbone. Il y a aussi toute, on va dire, l'intelligence de notre cabinet de conseil, cette matière grise qui bouillonne, où on a quelques retours d'expérience sur les missions qu'on a menées auprès de nos clients. Et puis enfin, ATD, évidemment, a publié un certain nombre d'études sur cette mesure d'empreinte carbone, le voyage bas carbone. Alors, c'est un petit peu vite sur les questions. Les calculateurs sont-ils les mêmes? Une place, oui, pour calculer. Voilà, attendez. Une place, une web app pour calculer. Alors, les calculateurs, je ne sais pas si ce sont les mêmes. En fait, ce qui va changer ou ce qui peut changer, ça va être justement les facteurs d'émission et les hypothèses qu'il y a derrière. C'était l'étape 3 dont je vous parlais, c'est-à-dire que quel facteur d'émission on associe à la donnée physique. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Vous voyez, par exemple, dans certains chiffres que je vous ai donnés, il était précisé qu'effectivement, dans les 4% du transport aérien, on ne comptait pas les 4% pardon, de l'empreinte carbone du transport aérien au niveau mondial, on ne comptait que la combustion des carburants et pas l'effet de la vapeur d'eau sur le réchauffement climatique, ce que ça peut imputer sur le réchauffement climatique. Donc, derrière, il y a des hypothèses, une méthodologie de comptabilité qui peut être différente d'un calculateur à l'autre. Je ne les ai pas testés, hein, pour le coup, je n'ai jamais fait l'exercice. Voilà, je ne suis pas pour une AGV. Alors, on va le voir avec la partie réduction, hein, sur comment agir, mais dans la loi des 80-20, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller chercher l'information. Donc, c'est à ça que ça sert, hein, vraiment, c'est de savoir où aller puiser l'information principale. En revanche, cette loi 80-20, elle n'est pas forcément imputable dans les mêmes proportions à un plan d'action de réduction. Puisque, par exemple, sur les 61% du tourisme, enfin du transport, parfois, vous n'aurez aucun moyen d'agir puisque votre voyageur veut absolument aller dans cette destination.
Donc, soit vous annulez complètement l'empreinte carbone en proposant une toute autre destination et faire du tourisme local, là vous avez un réel impact, soit le voyageur veut vraiment aller dans cette destination, et à ce moment-là, vous avez peu de moyens, peu de leviers d'action pour agir sur cette empreinte carbone. Donc, tout ça pour vous dire que la meilleure des actions, c'est celle qui est réalisable, ce n'est pas forcément celle qui s'attaque au plus gros poste d'émission. Voilà. La vapeur d'eau participe aussi au réchauffement climatique. Non, l'hydrogène n'est pas une solution miracle. Malheureusement, elle est à 95% issue d'énergie fossile. Donc, on n'y est pas encore. Et vous pourrez aller sur le site de l'ADEME, vous verrez les effets des vapeurs d'eau, enfin les effets annexes, puisque quand on parle de gaz à effet de serre, c'est un bouquet de 7 gaz différents et qui participent tous plus ou moins voilà, les principales, voilà. Et voilà, tout à fait, bon, vous avez répondu, qui participent au réchauffement climatique. Je vous propose de passer à la partie réduction avant qu'il y ait un débat qui se crée sur la vapeur d'eau. Et si vous avez d'autres questions, on pourra peut-être prendre 5 minutes à la fin pour y répondre, en tout cas sur la partie mesure. Merci à tous. Et je crois que c'est Anne qui prend la suite. Alors, oui. Je peux passer les slides, tu me donnes les ordres. Oui, tu peux avancer, voilà. Je coupe mon micro, à tout de suite. Super. Donc, en effet, comme Victor l'a très bien expliqué, on a aussi chez Green Tripper cette même logique de d'abord calculer l'impact des voyages, ensuite de réduire tout ce qui est possible de réduire et de proposer la compensation aux voyageurs ou simplement aux professionnels du tourisme pour tout ce qui n'est pas évitable. Alors, oui, tu peux avancer, pas de souci, merci. Et donc, pour réduire l'impact de son voyage, on va d'abord réfléchir à calculer cet impact. Et ici, plus de manière pratique, on a un comparatif d'impact en kilos de CO2 par passager par kilomètre par moyen de transport. Donc ici, on va voir déjà la différence entre un impact d'un voyage en avion par rapport à une croisière, par rapport à une voiture, par rapport à un voyage en train. On vient d'avoir ce petit débat sur la vapeur d'eau. Donc, chez Green Tripper, on prend bien cet impact en compte, puisqu'il représente, il double en fait l'effet de serre. Et donc, ne pas le prendre en compte représente pour nous un demi-calcul. Donc, première remarque par rapport à ce tableau, on voit que déjà, en tant que professionnel du tourisme, si on peut conseiller les voyageurs à réduire son impact, on va plutôt conseiller de voyager en classe éco qu'en première classe. Il y a une grosse différence. Une deuxième remarque assez importante, c'est que quand on prend la voiture, si on est seul dans la voiture, l'impact ne va pas être moindre que de prendre l'avion. Il est assez similaire à un voyage d'une personne en classe éco. Évidemment, dès qu'on est 2 ou 3 personnes, l'impact par personne va fortement se réduire. Une troisième remarque, c'est que si on veut trouver des alternatives à l'avion et donc réduire fortement son impact, l'idéal, c'est de prendre le train. Donc éventuellement changer de destination. Maintenant, on reparle de plus en plus des trains de nuit, de longs voyages en train. On voit des superbes voyages à faire en Écosse, dans le nord de l'Europe. Donc voilà, c'est un changement à faire peut-être dans l'offre des professionnels du tourisme par rapport à l'offre voyageur traditionnelle. Et maintenant, évidemment, on a aussi cette possibilité de continuer à prendre l'avion et éventuellement réfléchir à faire peut-être de plus grands voyages que toute une série de city trips, par exemple. Tu peux avancer, Victor. Merci. Et donc, voilà, tu peux encore passer au slide suivant. Donc, réduire son impact. D'abord, quelques petites questions. Si, en ayant vu le comparatif des moyens de transport, combien de kilomètres pensez-vous
pouvoir faire, par exemple, en train, en sachant que pour une tonne de CO2, on va faire plus ou moins 5400 km en classe éco. Et combien est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire en train? Et là, je parle d'une moyenne d'un facteur d'émission européen. Il faut savoir que si on se concentre uniquement sur l'impact des trains français, on pourra faire encore plus de kilomètres parce qu'en France, le mix énergétique est représenté par une grosse partie en nucléaire qui est assez bas, qui est bas au niveau CO2. Et donc voilà, mais ici, je préfère parler en moyenne européenne puisqu'on parle de voyage. 15 000, oui, on n'est pas très loin. On a 20 000 km, donc sur une moyenne d'un facteur d'émission européen. Donc, c'est pas mal. Oui, tu peux avancer. Et si on prend un quart, donc en bus longue distance, on a 28 000 km. Voilà. Alors, quel est l'impact global du tourisme? Là, je pense que Victor vous a déjà donné la réponse tout à l'heure, donc on va voir si vous avez été attentif. Je suis sympa, je fais des questions-réponses. Voilà, quel est l'impact global? Donc, sans tenir compte uniquement du transport, mais de tout. Oui, en effet, exactement, c'est 8%. Alors ici, une petite question un peu spécifique par rapport au voyage professionnel et plus spécifiquement les conférences internationales. On a remarqué avec le Covid, ici, cette conférence-ci en est une preuve. Donc, quelle serait selon vous la différence d'impact entre assister à une conférence internationale en présentiel, donc pour laquelle on va prendre l'avion pendant 1 heure, ou en virtuel, où on va prendre une moyenne d'assister à 4 heures de conférence en visioconférence? Est-ce que vous pensez que ça va être 10 fois supérieur pour ceux qui vont prendre l'avion, 200 fois ou 1000 fois? Donc, la différence est assez énorme, oui. On est plutôt à 1000 fois. Donc, tu peux avancer, merci. Donc, on a une étude de l'ADEME, justement, qui estime l'impact d'une visioconférence d'1 minute à 1 gramme de CO2. Donc, ce n'est pas rien, évidemment, mais bien sûr, si on le compare à un voyage en avion, on est assez loin de cet impact. Évidemment, c'est juste pour donner des clés et pouvoir réfléchir, parce qu'on est bien tous d'accord sur le fait qu'assister à une conférence internationale en physique va permettre beaucoup plus de réseautage qu'en virtuel, parce qu'on ne va pas pouvoir se parler avant, après, pendant les pauses, etc. Mais ça permet peut-être de relativiser, se dire, mais tiens, est-ce que j'ai besoin de faire 10 conférences sur l'année, ou il y en a 1 ou 2 que je peux faire en virtuel, ou je vais partir 2 semaines pour assister à 2, 3 réunions, conférences d'un coup, plutôt que de revenir entre les voyages. Voilà, tu peux avancer. Donc, ici, quelques trucs et astuces qu'on a imaginés pour réduire l'impact d'un voyageur dit responsable. Donc, comme on l'a déjà dit, on peut réfléchir à un autre moyen de transport. Donc, si on prend l'avion pour faire un voyage lointain, on peut éviter ce qu'on appelle les sauts de puce. Donc, ça veut dire qu'au lieu de reprendre l'avion sur place, donc par exemple, si on voyage en Asie du Sud-Est, au lieu de reprendre 3 ou 4 fois l'avion pendant une demi-heure, on peut peut-être profiter du paysage et prendre un bus longue distance, et ça va déjà fortement réduire l'impact CO2 du voyage. Aussi, comme on l'a déjà dit, réfléchir peut-être à un voyage tous les 2 ans en avion et remplacer d'autres par des voyages en train, ou remplacer ces city trips par un long voyage. Une fois sur place, c'est penser réutilisable, donc on a sa gourde avec. Je pense que ça, c'est rentré assez bien dans la tête de chacun. C'est partager son matériel ou louer son matériel plutôt que de courir au magasin avant de partir et de tout acheter.
Donc, ça demande une petite organisation, réduire les déchets, acheter et manger bio et local, ça c'est super important. Donc, aller partir en Amérique latine et rapporter un souvenir made in China n'a pas beaucoup de sens. Donc, c'est bien d'aller peut-être voir vraiment l'habitant, les artisans sur place, essayer de connaître. Et ça montre aussi tout l'effet positif du voyage, parce qu'on parle beaucoup des effets négatifs au niveau environnemental, mais il y a aussi énormément d'effets positifs. Mais cet effet positif est renforcé si on s'intéresse vraiment aux personnes en local et si on respecte en fait les traditions et la manière de vivre des personnes dans le pays. Et donc, la dernière possibilité, c'est de compenser. Ça, on va y passer maintenant. Donc, c'est intégrer, par exemple, un petit supplément dans un voyage en tant que professionnel du tourisme qui va permettre de réduire les émissions de CO2 en investissant dans un projet pour le climat. Donc, par exemple, si vous avez un vol aller-retour Bruxelles-Athènes, Paris-Athènes, on n'est pas très loin, on va émettre 1 tonne de CO2, ça va coûter environ 10-15 € pour réduire cette tonne de CO2. Et donc, on va permettre à des projets pour le climat de voir le jour, d'être soutenus. Donc, voilà, ça a toute une série d'impacts positifs. Tu peux avancer, Victor, merci. Tu peux avancer. Voilà, quelques définitions. C'est un peu terre à terre, mais c'est toujours nécessaire. Donc là, comme je viens de le dire, compenser son CO2, c'est contribuer financièrement à un projet pour le climat pour financer une réduction d'émissions de CO2 équivalente au CO2 émis. Quand on parle de CO2e, donc en équivalent CO2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on parle de CO2, mais il n'y a pas que les gaz à effet de serre CO2, il y a d'autres gaz à effet de serre qui sont traduits en CO2. Donc, on parle en équivalence CO2 pour plus de facilité. Alors, un projet certifié, donc les projets pour le climat, c'est des projets de réduction de séquestration des gaz à effet de serre qui sont reconnus par le Gold Standard ou d'autres labels qui sont internationalement reconnus, dans lequel le client va pouvoir investir pour le soutenir afin de compenser le CO2 équivalent. Alors, dans les projets certifiés, il faut savoir qu'on va non seulement réduire le CO2, tu peux avancer, Victor, mais on va aussi soutenir d'autres objectifs de développement durable. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les 17 objectifs de développement durable qui ont été développés par l'ONU. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus de réduire le CO2, ce qui est la base pour un projet pour le climat, ça va être aussi, par exemple, de réduire la pauvreté dans un village où on va intégrer ce projet. Ça va être soutenir le développement professionnel des femmes, par exemple. Ça va être réduire les problèmes de santé, améliorer le niveau de vie, tout simplement. Et donc, quand on parle de projet de compensation, on ne parle pas non plus que de planter un arbre, ce qui est, je pense, acquis dans l'inconscient collectif. On peut aller plus loin. Donc, si on parle en effet de projet forêt, ça va être, oui, en effet, planter des arbres, mais ça va aussi être éviter de déforester, ça va être gérer les terres de manière durable, ça va être une agriculture durable, ça va être donner aux agriculteurs des formations pour leur permettre justement de gérer leurs terres différemment. Il y a d'autres projets comme les projets de cuisinières efficaces qui vont permettre de réduire l'utilisation du bois. Et donc, de nouveau, on va permettre indirectement de réduire la déforestation et on va aider les populations locales à aussi réduire les problèmes de santé parce qu'on aura moins de fumée. Certes, dans certains pays, les familles cuisinent à l'intérieur et donc imaginez toutes les fumées qu'ils respirent. Donc, on va pouvoir
cuisiner à l'intérieur, mais fabriquer par exemple des cheminées pour rejeter les fumées à l'extérieur. Il y a d'autres projets comme des réhabilitations de puits pour donner accès à l'eau potable, parce que dans la plupart des pays en Afrique, ils doivent faire bouillir l'eau pour la consommer. Et donc ici, pour faire bouillir l'eau, de nouveau, on va utiliser du bois ou du charbon. Et donc, on va éviter justement d'aller de nouveau déforester et appauvrir les sols. Et on a des projets plus classiques comme générer des énergies renouvelables. Je pense que c'était mon dernier slide. Je vais regarder. Je pense qu'il y a quelques questions. Alors, je vois la dernière. Le déplacement en bateau, croisière, quel est l'impact? Donc, en effet, le déplacement en croisière, c'est un des plus importants. C'est quasi autant qu'un voyage en première classe dans un avion. Et donc, c'est en effet plus émissif qu'un simple voyage en avion, en sachant qu'on prend souvent l'avion pour aller faire sa croisière. Donc, c'est d'autant plus impactant. Alors, où trouver les actions possibles à mener? Donc ici, nous, on peut tout à fait partager notre infographie. Je ne sais pas si c'est ça qui est demandé. Y a-t-il un outil qui recense toutes les actions mondiales pour répondre aux 17 critères? Bonne question. En fait, ici, dans les projets qu'on soutient, je pense que c'est la même chose chez EcoAct, on va justement s'attaquer en fonction des projets à différents critères. Donc, c'est chaque fois au moins 3 critères d'objectifs de développement durable par projet, mais ça va être 3 critères différents. Et donc, en compensant et en soutenant des projets différents, on va pouvoir justement participer et améliorer la plupart des critères. Maintenant, de nouveau, la compensation CO2, je ne dis pas que c'est la solution, ça fait partie des solutions. Mais il y a toute une série d'autres actions au niveau volontariat qui sont possibles. Je regarde. En sachant, pour compléter, que ces critères, ce sont des objectifs de développement durable, mais qui viennent bien compléter, ce sont des co-bénéfices sur un projet. Le projet en lui-même, c'est vraiment un projet de compensation carbone. Donc, on va avoir soit de la séquestration, comme l'a dit Anne, soit de l'évitement. Mais l'objectif, c'est de créer ce puits de carbone et en parallèle d'apporter des co-bénéfices aux populations locales, c'est-à-dire de ne pas, au détriment des populations, créer ces puits ou ces technologies qui permettront d'éviter le carbone. Donc c'est vraiment pour estampiller la solidité d'un projet, la cohérence d'un projet. Oui, effectivement, merci. Et ça permet de valider la cohérence d'un projet avec les acteurs locaux, donc d'avoir une aide, par exemple, au développement sur, ça peut être la santé des femmes, ça peut être, vous voyez, l'éducation. Et en fait, ces projets apportent ces co-bénéfices en plus de l'impact positif sur le carbone. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est en effet pas le cœur du projet, mais justement ce qui fait toute la richesse des projets pour le climat, c'est qu'on n'est pas seulement dans... parce que ici, je vois une question, est-ce qu'on a des analyses sur la réduction d'impact versus l'emploi? Non, c'est le genre d'analyse qui se fait projet par projet, mais justement, c'est toute la richesse de ces projets, c'est qu'on n'arrive pas en disant, voilà, il faut absolument réduire le CO2 et à la limite, on ne fait pas attention à tout ce qui se passe à côté, on va changer votre manière de vivre. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est justement le respect des populations locales. D'ailleurs, on travaille toujours avec des ONG en local pour développer ces projets et on travaille aussi avec les habitants. Et donc, eux voient en fait, sans doute, d'abord les co-bénéfices avant de voir l'impact environnemental. Et c'est ça qui est positif. Attention de ne pas privilégier le financement de projets de compensation peu onéreux plutôt que d'investir dans un réel projet de décarbonation de notre activité.
rapport intéressant sur la neutralité carbone de l'ADEME. Oui, oui, bien sûr. C'est vrai qu'en plus, ce travail de compensation carbone, la technologie ou le projet qui va être soutenu, il faut qu'ils soient en lien ou en cohérence, et on va le voir avec Antoine après sur la communication, avec votre activité et vos zones géographiques privilégiées sur les destinations que vous proposez. C'est vrai que financer des projets en Chine alors que vous envoyez vos voyageurs en Amérique latine, ça a moins de pertinence et l'effet sensibilisation, il est un petit peu anéanti. Effectivement, vous aurez des projets à 3 euros la tonne CO2. Voilà, tous les projets ne sont pas certifiés de la même manière, tous les projets n'ont pas forcément les mêmes co-bénéfices. Et donc, comme le dit ce message, il faut effectivement prendre en compte que, comme pour tout, le prix n'est pas forcément un gage de qualité et de soutien sur les populations qui ont peut-être le plus besoin. Ouais. Je vois une autre question. Quelles sont vos références, ressources favorites pour rester informés sur les tendances best practice? En fait, nous, on est basé au niveau méthodologie, évolution du secteur, et on se met à jour tous les 3 mois au moins au niveau des calculs d'impact sur l'ADEME aussi, donc bilan carbone, méthodologie bilan carbone, mais aussi DEFRA, GHG protocole. C'est les mêmes sources que celles citées par Victor tout à l'heure. Et sur le message du GIEC, moi, j'ai pas vu de rapport là-dessus sur les moyens d'atténuation, mais peut-être une précision méthodologique. C'est vrai que dans l'enveloppe globale du tourisme, enfin l'impact carbone du tourisme, n'a pas été pris en compte les émissions évitées des voyageurs. C'est-à-dire que le plus qui va être généré à l'étranger, on ne lui a pas soustrait le moins des activités qui n'ont pas eu lieu en France au domicile, les activités, par exemple, de déplacement qu'aurait pu faire le travailleur durant ces journées. Donc ça fait aussi partie des discussions de savoir comment on intègre les émissions évitées à l'empreinte globale, puisque les émissions sont émises ailleurs, donc c'est qu'elles ne sont pas émises dans nos activités habituelles. Ouais. Alors, il existe aussi des projets en France labellisés. Oui, c'est vrai. Maintenant, il faut savoir que il y en a déjà très peu. Si on travaille avec des projets de réduction CO2 en France ou en Europe, en Espagne, le prix à la tonne va être fort supérieur. Et l'idée, c'est que réduire une tonne ici ou en Afrique a exactement le même impact. Mais par contre, au niveau impact des co-bénéfices, ce sera fort supérieur en Afrique. Et avec la même somme d'argent, on va pouvoir réduire beaucoup plus de tonnes de CO2. Donc, voilà la logique. Et il faut savoir qu'au départ, avec le protocole de Kyoto, on était obligé pour les projets labellisés de soutenir des projets dans des pays en développement parce que ça devait se faire en plus des objectifs de Kyoto, et les pays en développement échappaient à ce moment-là au calcul. Donc voilà, mais ça c'est plutôt historique. Maintenant, l'idée c'est plutôt de aussi participer à un développement économique là-bas et à d'autres co-bénéfices. Je ne sais pas si tu peux ajouter quelque chose, Victor. Non, c'est exactement ça. Le but, c'était d'accompagner la transition des pays du Sud dans cette transition écologique, qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que les pays les plus développés à l'époque, donc dans les années 80. Et puis, il y a une petite méthodologie de différence, c'est qu'avec le label bas carbone, qui est géré en France, on parle d'unité de crédit carbone parce qu'en fait, les crédits sont vendus avant d'être émis, et donc on participe au financement du projet sur des crédits qui vont exister. Et donc, au niveau comptabilité, ce n'est pas tout à fait la même chose que les projets qui sont déjà créés, pour lesquels on va vendre ensuite des unités, des crédits carbone à proprement parler, et qui sont en train de réduire qui sont en train de séquestrer ou d'éviter des tonnes équivalent CO2. Donc, c'est une histoire de comptabilité, encore une fois, mais du coup, le label bas carbone ne répond pas aux normes internationales du crédit carbone. La démarche n'est pas moins bénéfique et pas moins louable, mais il y a quand même cette nuance à préciser.
Tout à fait. Je vous propose qu'on passe à double sens comme nous le propose Voilà. Juliette. Et Oui. on va attaquer Donc, la dernière partie. Merci Anne et Victor. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je suis Antoine Richard, fondateur de Double Sens, donc un tour opérateur spécialisé dans le tourisme équitable. Donc, on organise des voyages en immersion au plus près des populations locales pour vraiment créer un lien privilégié. Alors nous, on est acteur du tourisme durable, on est chez ATD et on est labellisé ATR, donc Agir pour un tourisme responsable. Et dans cette lancée-là, en fait, en 2017, je crois que c'est l'ONU qui a déclaré 2017 comme l'année internationale du tourisme durable pour le développement. Toute l'équipe de Double Sens, on s'est dit qu'on avait envie de s'engager sur cette thématique-là et on a décidé donc de s'informer. Donc moi, je vais essayer de vous transmettre un peu de notre expérience, parce que vous êtes comme moi, vous êtes voyagiste et on entend pas mal de choses. Et comment est-ce qu'on fait en pratique maintenant? Donc nous, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir un cabinet de consultants spécialisé dans le développement durable, dans le bilan carbone. Et donc, on a fait l'étude de notre bilan carbone. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on est présent dans 25 destinations dans le monde, Double Sens. Et ce cabinet-là est arrivé à la conclusion qu'un voyageur de Double Sens, en partant avec nous, émettait 3 tonnes de carbone. Donc, une fois qu'on a cette info-là, qu'est-ce qu'on en fait? On essaye de trouver un partenaire. Alors, nous, il se trouve que c'était plutôt simple, puisqu'on est basé dans un coworking dédié à l'économie sociale et solidaire avec nos voisins de bureau, ça s'appelle Microsol, et qui sont dans ce domaine-là. Donc, on a décidé de travailler avec Microsol et de dire, OK, on émet 3 tonnes de carbone par voyageur. Comment est-ce qu'on peut faire avec Microsol pour essayer de réduire 3 tonnes de carbone autre part? Voilà. Donc, Microsol, qui est labellisé, qui est certifié au Gold Standard, met en place des projets un peu partout dans le monde, mais des projets beaucoup, surtout en Amérique du Sud et au Pérou. Et ce que disait Anne tout à l'heure, ils sont principalement axés sur le financement et la mise en place de cuiseurs à bois économes. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Anne. Donc, en gros, c'est des familles qui traditionnellement cuisinent au feu de bois, à l'intérieur, comme tu nous précisais tout à l'heure. Et donc, comme le nom l'indique, cuiseur à bois économe, ça permet d'économiser du bois. Et en moyenne, c'est environ 2 tonnes de bois par famille et par an qui sont économisés. Donc, l'impact environnemental, il est là. Ce qui nous plaît dans ce projet-là, comme tu le mentionnais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas qu'un impact environnemental, il y a un impact économique également et social. Social, c'est qu'il y a beaucoup moins de fumée toxique et donc beaucoup moins de maladies respiratoires chez les familles qui utilisent ces cuiseurs à bois économe. Et impact économique, ils ont mis en place environ 150 000 cuiseurs à bois économe en Amérique du Sud, ce qui a créé environ 1000 emplois pour mettre en place ce projet. Donc nous, on a choisi ce partenaire parce qu'on les connaissait bien et parce que le fait qu'ils aient ces actions-là dans des villages au Pérou où on est également présent et qui répondent qui ont un triple impact environnemental, social et économique, ça nous plaît carrément, ça correspond exactement à ce que fait Double Sens. Et donc, on a dit go. Ensuite, ces 3 tonnes de carbone, on a chiffré combien ça nous coûte. Combien ça coûte à Double Sens pour mettre en place donc, un cuiseur à bois économe pour essayer pour réduire 3 tonnes autre part, quoi. Et ça représente environ, pour nous, 50 € par voyageur. Donc, comme disait Victor tout à l'heure, ça dépend du projet qu'on fait, etc. Mais nous, on voulait vraiment aller sur ces projets-là qui correspondent à notre activité. Et donc, voilà, on part du principe que 100% de compensation carbone nous coûte 50 €. Donc nous, en 2017, on a commencé par prendre en charge 50%. Donc ça nous coûtait 25 € par voyageur. Donc voilà, on disait à nos voyageurs, c'est bien simple, si vous partez avec nous, on s'engage à mettre 25 € de notre poche. On leur expliquait le système et on leur disait, et vous, si vous souhaitez mettre 25 €, sachez qu'on compensera à 100% ensemble. Donc c'est une démarche volontaire qu'on propose aux voyageurs, ce qui a plutôt bien marché.
Mais il y a 2 ans maintenant, on a décidé d'aller beaucoup plus loin parce qu'au total, avec la démarche volontaire du voyageur, on arrivait à compenser, à être à hauteur de 80%, ce qui est plutôt bien. Mais nous, on voulait clairement aller atteindre les 100%, donc on a décidé de tout prendre en charge. Donc aujourd'hui, ça nous coûte 50 € par voyageur. Donc ça, c'est sur notre politique bas carbone qui concerne l'aérien. Ensuite, sur la partie terrestre, avec nos prestataires locaux, après, la nature même de notre métier fait qu'on évite de trop se déplacer sur place, puisqu'on propose des voyages en immersion. Donc, c'est un peu plus simple pour nous, je vous l'accorde. Mais l'immersion longue, de passer 3, 4, 5, 6, 7 jours au même endroit, finalement, réduit notre impact. Et comme le disait Anne tout à l'heure, comme nous, on est chez l'habitant, au final, on favorise l'alimentation locale et finalement, c'est bon aussi pour tout ce qui est gestion des déchets. Donc ça, c'était juste pour mettre en lumière notre politique bas carbone en fonction de ce qu'on dit Victor et Anne. On mesure, on a un chiffre et on essaie de trouver un partenaire. On trouve un partenaire avec qui on peut réduire notre impact. Alors moi, j'aime bien parler de contrebalancement carbone. On m'avait expliqué ça dans le sens où, en fait, moi, mon voyage, si je pars au Cambodge, en effet, c'est à l'autre bout du monde, nos séjours. Alors, on essaie de développer des séjours en France et en Europe aujourd'hui. Mais voilà, j'ai 3 tonnes qui sont émises. Mon partenaire me permet d'éviter 3 tonnes autre part. Donc, c'est pour ça que on parle de trouver un équilibre d'avoir un équilibre parfait. Sur l'autre slide, Victor, tu peux la passer. Maintenant, une fois qu'on a décidé de sa stratégie un petit peu bas carbone, comment est-ce qu'on fait pour communiquer auprès du voyageur? Moi, je suis assez persuadé que dans un premier temps, on ne peut pas sensibiliser un voyageur si on ne s'est pas emparé du sujet et si on n'a pas formé ses collaborateurs sur ce sujet-là. Donc, ce qu'on a fait avec Microsoft, notre partenaire, c'est qu'on a formé toute l'équipe et moi-même aussi. Donc, tout le monde s'est formé. On a essayé de comprendre parce que ce n'est pas simple à comprendre aussi. C'est assez technique. On s'est emparé du sujet, on a formé les équipes pour pouvoir ensuite transmettre le message à nos clients. Mais transmettre le message de manière aussi un peu plus simplifiée. C'est-à-dire que l'idée, c'est de sensibiliser simplement. Donc, on a mis en place dans les carnets du voyageur, tout simple, il y a le programme du séjour, et en dernière page, il y a politique bas carbone de double sens, où on leur explique avec les grands mots, les grands chiffres que je vous ai montré juste avant, 100%, 3 tonnes, 50 €, voilà pourquoi on fait ça, voilà ce que ça implique, etc. etc. Donc une petite page A4 dans le carnet du voyageur, ça fonctionne bien. On a notre charte éthique aussi du voyageur, puisqu'on est membre ATR, donc on communique sur une charte éthique où on explique qu'on compense tout ou partie de nos émissions. Mais ça, ce n'est pas suffisant. On a remarqué que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait qu'on aille un petit peu plus loin, que ça soit plus accessible, qu'on trouve d'autres supports, et que ça soit aussi un peu plus, même si le sujet est lourd, un peu plus ludique, qu'ils puissent comprendre de manière plus simple. Donc en fait, on a fait un film avec notre partenaire, avec Microsoft, un petit film de présentation de 3-4 minutes qu'on envoie vraiment à tous nos clients et on a des retours. Et donc ça, c'est assez intéressant de changer de support aussi pour communiquer et sensibiliser. Je pense que ça peut marcher. Et on est en train de mettre en place un petit quiz, donc un jeu de questions-réponses pour que ça puisse plus facilement sensibiliser nos voyageurs. La chose qui marche bien, c'est le dernier point là, que j'ai mis dans mon slide. Quand on a des groupes qui souhaitent partir avec nous, qu'ils ont envie d'en connaître un peu plus, on fait intervenir notre partenaire sur 10-15 minutes lors d'une réunion client. Voilà. Je vous l'accorde, nous, on n'a pas des problèmes de logistique puisqu'on est dans les mêmes bureaux. Donc, c'est relativement simple. Je sais que voilà. Mais de les faire intervenir 10-15 minutes à chaque fois sur des rendez-vous clients, c'est super chouette et ça sensibilise énormément. J'aimerais revenir, moi, sur un point que j'ai mentionné tout à l'heure, qui, selon moi, est une bonne piste à explorer au départ quand on se lance dans une politique bas carbone. Je vous disais qu'au tout début, nous, on avait fait le choix de prendre en partie, donc 50%, on compensait à hauteur de 50% et on laissait une démarche volontaire de nos voyageurs à hauteur de 50%.
ça, je trouve que c'est une bonne piste de démarrage. Alors, pas de prendre 50%, mais 10, 20, 30, 40, peu importe. Mais de laisser aussi une part aux voyageurs. On a trouvé cette piste assez intéressante dans le sens où, dans le contrat, nous, dans notre contrat client, il y avait une case combien souhaitez-vous, à hauteur de combien souhaitez-vous participer, contribuer 0, 5, 10, 15, 20, 25 euros. Et donc, du fait qu'il y avait cette petite ligne, cette ligne importante dans le contrat, on devait cocher sa case, eh ben, forcément, le client avait une discussion avec nous de 15 à 20 minutes quand même, à chaque fois, pour savoir s'il mettait 0, 5, 10, 15, 20, 25. Donc ça, je trouve qu'en termes de sensibilisation, de participer, que la structure y participe, mais que le voyageur soit sensibilisé et puisse contribuer, je trouve ça super intéressant. Puisque nous, à 100%, c'est un peu moins le cas, mais on prend 100%, là, on a décidé de faire 100%, c'est plus par rapport à nous, double sens qu'on a envie de faire, s'engager totalement. Donc voilà, donc c'est ma dernière petite piste et conseil que j'ai à vous donner. Donc si comme moi, vous avez envie de vous engager, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions ou autres. En tout cas, ce n'est pas si compliqué que ça, il suffit de contacter un cabinet de conseil et ensuite de choisir ses projets. Ça coûte un peu d'argent, mais le jeu en vaut la chandelle. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu et que vous aurez envie de vous lancer dans cette démarche-là. Si vous avez des questions pour moi, pour Anne ou pour Victor ou peu importe, n'hésitez pas. En effet, n'hésitez pas à poser vos questions ou faire vos dernières remarques. On peut prendre encore quelques minutes pour échanger. C'était très riche et très intéressant. Je remercie chaleureusement Anne, Antoine et Victor pour leur présentation aujourd'hui. Je rappelle à tout le monde que la présentation et les slides seront disponibles sur notre site internet dans quelques jours. Et je vois qu'on a une question pour Antoine. Pourquoi avoir fait ce choix et ne pas être parti sur une démarche ISO 26000 ? Alors, nous, on a fait ce choix, clairement. On n'y connaissait pas grand-chose au départ, mais on a fait ce choix parce que, encore une fois, parce que dans nos bureaux, on a Microsoft, notre partenaire, qui est à côté et qui nous informe et qui nous pousse à agir. Donc, c'est pour cette raison. Après, Victor, Anne, vous avez peut-être un conseil à donner par rapport à ça? Pourquoi choisir plutôt notre démarche plutôt qu'ISO 2006? Non, pour moi, en fait, ça dépend. Je trouve que l'approche sectorielle, elle est souvent plus facile. Alors, je ne suis pas un professionnel du tourisme, mais de ce qu'on peut voir, c'est toujours plus facile d'être épaulé, notamment quand certains labels existent, et il existe beaucoup dans le secteur du tourisme ou de l'hôtellerie ou de la restauration, et de suivre les démarches déjà existantes pour s'inscrire dans cette ligne-là, plutôt que voilà, d'avoir une démarche plus globale. C'est pas moi qui l'applique, donc je vous donne un avis de loin. Et c'est vrai que le label ATR, en l'occurrence, propose quelque chose d'assez structuré. Ouais. Merci à tous. On va donc clore cette discussion qui clôt également les 5 mois d'atelier d'IFTM. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur le salon ou via d'autres initiatives digitales que l'on va lancer. Merci à tous. Ouais, merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et merci encore à ATD. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.